Chers collègues, chers amis, chers étudiants, mesdames, messieurs, William Gilles et moi-même sommes très honorés de votre présence et vous souhaitons la bienvenue à ce colloque organisé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en partenariat avec l'École de droit de la Sorbonne, la chaire des Amériques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le master de droit du numérique administration entreprise de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne et l'Institut du monde et du développement pour la bonne gouvernance publique. Ce colloque, qui porte sur le droit d'accès à l'information publique à l'ère du numérique, constitue le 13e colloque sur le droit et la gouvernance de la société de l'information. Nous sommes d'autant plus honorés de vous accueillir dans ce cadre que plusieurs participants et intervenants à ce colloque nous ont rejoints depuis les États-Unis, le Mexique, le Brésil, la Colombie, l'Argentine, la République dominicaine, la Suède, l'Espagne, l'Italie, la Fédération de Russie et évidemment la France. L'ère du numérique et la société de l'information nous incitent à réfléchir à l'évolution du monde qui nous entoure. C'est un moment privilégié de rencontre entre le droit et les technologies de l'information et de la communication, ce qui nous donne l'occasion d'analyser les avancées, mais aussi les risques à l'égard de la démocratie et de l'état de droit. C'est une telle réflexion que nous souhaitons ouvrir et débattre au cours de ce colloque. La société de l'information, qui connaît un formidable essor en raison de ce qu'il est convenu d'appeler l'hyperconnexion, est en réalité une construction multiséculaire. Certes, en tant que telle, la notion de société de l'information, apparue au milieu des années 1990, est récente, puisqu'elle supposait non seulement une mondialisation du processus d'équipement informatique pour pouvoir émettre et recevoir l'information partout dans le monde, mais aussi pour relayer cette dernière avec la construction de circuits de diffusion ou encore d'autoroutes de l'information, pour reprendre l'expression d'Al Gore. Les politiques menées dans les différents pays pour favoriser l'appropriation de cette culture technologique, tant par les administrations, les entreprises que les particuliers, ont bien entendu contribué au passage de l'ère industrielle à l'ère de l'information dès la fin des années 90. Cependant, à y regarder de plus près, les origines de la société de l'information sont plus anciennes et remonte au moins au XVe siècle, qui vit la création de l'imprimerie sous l'égide de Johannes Gutenberg. En favorisant la circulation des idées, Gutenberg a été l'un des pionniers de ce qui allait devenir plus tard la société de l'information. En développant sa théorie de l'héliocentrisme, qui, comme l'étymologie le suggère, affirme que le Soleil ne tourne pas autour de la Terre, mais qu'il est au contraire l'élément central de l'univers, Copernic a, quant à lui, d'une certaine manière, été à l'origine de l'une des premières illustrations de la société de l'information. Sa théorie n'a pas seulement remis en cause la croyance de l'époque, elle a constitué une information qui a révolutionné l'appréhension de la société, tant du point de vue scientifique, philosophique que religieux. D'où le nom de révolution copernicienne. En inventant la lunette astronomique, Galilée n'a pas seulement permis l'observation d'étoiles alors invisibles à l'œil nu, il a surtout contribué à l'essor des connaissances humaines grâce à l'apport de nouvelles informations obtenues par l'observation du ciel. Plus récemment, en étant à l'origine du World Wide Web, Tim Berners-Lee n'a pas uniquement favorisé la démultiplication du processus de mise en réseau mondial de l'information, il a aussi œuvré en faveur du droit d'accès à l'information dont il entend aujourd'hui être l'un des garants. À l'ère de la société de l'information, comme en des temps plus reculés, réfléchir à la perception du monde,
implique d'accéder à l'information et de la faire circuler. Or, depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la libre communication des pensées est un des droits les plus précieux de l'homme. Ce texte a inspiré d'autres textes internationaux qui ont permis de souligner l'ampleur des enjeux que revêt le droit à l'information publique. Ces enjeux sont particulièrement marquants à l'égard des droits de l'homme. L'accès à l'information publique conditionne en effet bien d'autres droits. L'accès aux données, la communication, l'éducation, le droit de se défendre, la libre expression, la participation citoyenne, le droit au gouvernement ouvert et bien d'autres encore. À l'ère de la société de l'information, plusieurs textes internationaux ont tenté de consacrer un droit à l'information publique. Certains d'entre eux se sont préoccupés du droit d'accès aux documents publics dans un domaine particulier. À cet égard, on peut se référer à la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. On le sait, cette convention a rayonné au-delà de l'environnement. Elle a été relayée notamment par la Convention du Conseil de l'Europe du 27 novembre 2008, qui se caractérise, elle, par une approche plus large d'un tel droit. Elle est le premier texte international reconnaissant un droit d'accès général aux documents administratifs. Cependant, son champ d'application territoriale reste limité, puisque seuls 14 pays dans et hors Union européenne l'ont signé et 8 d'entre eux l'ont ratifié, alors que la Convention d'Aarhus a quant à elle été signée par 39 pays et ratifiée par 47 pays, à l'exception notable de la Fédération de Russie qui ne l'a ni signée ni ratifiée. Néanmoins, l'existence de ces conventions, celle d'Aarhus, celle du Conseil de l'Europe et bien d'autres encore, présente l'intérêt de favoriser la reconnaissance d'un droit d'accès à l'information dans les pays signataires, donnant ainsi une consistance juridique au droit reconnu à tout individu par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Cette reconnaissance internationale suppose de définir un cadre conceptuel qui servira de patrimoine commun à l'ensemble des pays partie à ces conventions. Ce travail de terminologie juridique n'est pas intéressant uniquement pour les universités, pour les chercheurs. Il est essentiel parce qu'à travers lui pourrait se dessiner demain le champ d'application du droit d'accès à l'information au niveau international, si, par chance, davantage de pays venaient à ratifier ce texte, ou si ce texte venait à son tour à servir de fondement à une future convention au champ d'application territorial plus large, tenant compte également des évolutions technologiques. La Convention du Conseil de l'Europe est intéressante en ce qu'elle définit précisément les éléments qui servent à définir le champ d'application du droit d'accès à l'information. En effet, à y regarder de près, on remarque qu'elle vise à la fois l'autorité détentrice du document, à l'encontre de laquelle s'exerce le droit d'accès à l'information. Elle vise également le document en lui-même, document sur lequel porte le droit d'accès, et enfin le destinataire, qui est le bénéficiaire de ce droit d'accès, droit sur le fondement duquel il pourra exercer un recours en cas de silence ou de refus de l'autorité publique d'accéder à sa demande. Ces notions contribuent à l'émergence d'une terminologie juridique consacrée au droit à l'information publique. Même si ces notions doivent faire l'objet de mesures dans l'ordre interne des États membres, l'influence de ces textes internationaux a permis de dresser un cadre de référence en la matière. Le champ d'application du droit d'accès à l'information est en premier lieu circonscrit par la notion d'autorité publique. Donc on va tenter de définir cette notion à la lumière de cette convention. Cette notion est essentielle d'une part parce que les autorités publiques sont celles qui détiennent les documents auxquels les citoyens et la société civile cherchent à accéder.
À travers cette définition, le citoyen peut donc identifier les autorités qui doivent ou non examiner sa demande. D'autre part, cette définition est aussi un garde-fou, une protection pour le citoyen contre les États qui pourraient être tentés de réduire la portée du droit d'accès à l'information en faisant valoir, par exemple, que telle ou telle autorité ne figure pas au nombre des administrations relevant du droit d'accès aux informations publiques. Or, c'est au contraire une acception large de la notion d'autorité publique qui est retenue par le Conseil de l'Europe. Au sens de la Convention du 27 novembre 2008, les autorités publiques incluent le gouvernement et l'administration au niveau national, régional et local, les organes législatifs, les autorités judiciaires, dans la mesure où ils accomplissent des fonctions administratives, et les personnes physiques et morales, dans la mesure où elles exercent une autorité administrative. La définition des autorités publiques répond à une conception large du droit d'accès aux documents publics. En effet, si on la compare à celle qui est retenue par la Convention d'Aarhus de 1998, on remarque que ce dernier texte n'englobe pas les organes ou les institutions agissant dans l'exercice des pouvoirs judiciaires ou législatifs. Par conséquent, le champ d'application du droit à l'information publique sera plus ou moins large, plus ou moins restreint, selon que l'on y inclut ou non les autorités judiciaires, les organes législatifs, qui, en raison des missions qu'ils exercent, sont une source d'informations précieuses et présentent de forts enjeux pour le public. En effet, l'information parlementaire et celle qui émane des autorités judiciaires sont deux sources primordiales de documents publics, d'accès à l'information publique. Et l'on pourrait dire que la mémoire des lois se trouve au Parlement, tandis que l'interprétation de ces textes, de ces lois, est le fruit du travail des autorités judiciaires. Priver donc le public de ces documents reviendrait à vider le droit à l'information publique d'une grande partie de sa pertinence. Pour appréhender le champ d'application du droit à l'information publique, il convient en deuxième lieu de définir une autre notion qui est celle de document public. Il est possible, là encore, de se référer à la Convention du Conseil de l'Europe de 2008 qui définit les documents publics comme toutes les informations enregistrées sous quelque forme que ce soit, rédigées ou reçues ou détenues par les autorités publiques. Cette définition incite à mettre en lumière au moins deux aspects. D'une part, la notion de document public répond à une approche large. Il s'agit de toutes les informations que les autorités publiques détiennent, et ce, indépendamment de leur forme. D'autre part, appréhender largement la forme des documents publics permet de prendre acte et d'anticiper le développement des nouvelles technologies qui sont la source de différents supports de documents publics, facilitant ainsi l'accès à ces derniers. La Convention de 2008 se met ainsi en phase avec l'avènement de la société de l'information en visant l'ensemble des documents publics qui sont une source d'information pour le public. De même, en intégrant toutes les formes de documents publics, elle facilite la transition entre l'administration dite papier et l'administration numérique. Dans le même sens, la Convention d'Aarhus de 1998 a défini la notion d'information publique au sens large en désignant toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique, ou sous toute autre forme matérielle. Quant à la notion de public destinataire de ces documents, c'est surtout dans la Convention d'Aarhus qu'il faut la rechercher. Il s'agit d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales, des associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes. La Convention du Conseil de l'Europe a recueilli la définition de la Convention d'Aarhus en intégrant cette dernière dans le texte, mais sans donner une définition particulière de la notion de public, mais que l'on déduit à travers le texte chaque fois que la Convention mentionne que ce droit d'accès est ouvert aux documents publics est ouvert à toute personne sans opérer de discrimination. Ces définitions montrent avec une certaine acuité
que la société de l'information place le public au centre des procédures administratives qui concernent l'accès à l'information publique. Et l'on assiste ici à ce que l'on pourrait appeler une inversion de logique qui permet d'évoluer dans les relations entre l'administration et les citoyens, qui permet d'évoluer d'une situation dans laquelle cette relation se caractérisait par une relation horizontale vers une relation désormais plus égalitaire et plus verticale. Cette promotion du public conduit nécessairement à une transformation des relations entre les administrations, les institutions publiques et les usagers. Les administrations vont elles aussi être amenées à évoluer, à changer leur méthode de travail, à former leur personnel à cette évolution, à celle aussi des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui sont devenues de puissants vecteurs de communication et d'information. Les citoyens sont désormais destinataires de ces documents que les autorités publiques détiennent et qu'elles doivent mettre à la disposition du public. Cette évolution trouve son aboutissement à travers un autre texte plus récent de 2012, à savoir la Déclaration sur l'ouverture et la transparence parlementaire, qui affirme avec force que l'information parlementaire appartient au public. À l'ère des gouvernements ouverts, cette affirmation prend toute son importance, non seulement à l'égard du Parlement, mais le Parlement doit être conscient que l'information qu'il produit, détient ou reçoit ne doit pas rester simplement à l'intérieur du Parlement, qu'elle n'est pas simplement destinée aux parlementaires ou aux administrateurs, mais qu'elle doit également être accessible et exploitable par le public. Mais dans le contexte des gouvernements ouverts, ce n'est pas simplement le Parlement qui doit s'ouvrir, c'est l'ensemble de l'administration qui doit être ouvert. Mais là encore, tout en gardant à l'esprit que des limites existent et que ces limites sont celles que nous assigne l'État de droit, celles que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qualifie de limites nécessaires dans une société démocratique. Donc c'est sur ce point que je vais clore mon intervention et ouvrir ces débats en passant tout d'abord la parole à William Shipp. Je vous remercie pour votre attention.